Cette troisième petite vidéo a pour objectif d'approfondir, ou plutôt de préciser, trois principes qu'il faudrait essayer de mettre en place pour enseigner la concentration, en tout cas pour tracer des situations. Et c'est là toute la difficulté. Alors il faut toujours garder en tête la règle d'or évoquée tout à l'heure dans les vidéos précédentes. Maintenant, sur les principes, il y en a trois. Le premier, principe finalement historique dans l'évolution de la course d'orientation. Il y a toujours eu ce principe qui finalement a mené à la course d'orientation d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de préserver l'équilibre courir-s'orienter. Donc quand vous tracez vos parcours, il va falloir essayer d'appliquer ce principe. Comment? Eh bien, tout d'abord en confrontant le coureur à des problèmes d'orientation. Ça veut dire que vous devez lui poser des problèmes de choix, il doit faire des choix d'itinéraire, et où, je dirais, avoir besoin de prendre des informations sur la carte et sur le milieu pour réaliser ces choix d'itinéraire. Ce qui signifie que vous allez devoir réfléchir concrètement ou placer des postes par rapport au niveau de pratique. Pourquoi? Parce que sur l'extrait de carte finalement qu'il y a là sur l'écran à gauche, euh, pour un élève de niveau vert, ça va poser des problèmes d'orientation, puisqu'il y a des points de décision auxquels il faut être vigilant, ne pas se tromper, etc. Par contre, pour un niveau bleu, éventuellement, bon, mais un niveau jaune et supérieur, là j'en suis sûr, on va être plutôt sur une dominante course parce que ce sera trop simple en orientation. Donc si vous avez des élèves de niveau jaune ou plus, c'est à bannir parce qu'on sera trop sur de la course. Concrètement, deuxième chose, il faut essayer de lutter contre les facteurs imprévisibles liés à la chance et au hasard. Ce qui signifie qu'il faut essayer de bien placer les postes, pas essayer, il faut bien placer les postes par rapport à la carte, parce qu'un poste mal placé sera forcément trouvé que par hasard. Vous êtes bien d'accord. Ce qui fait qu'il n'y a pas de hasard, c'est si la balise est bien au centre du cercle, précisément du centre du cercle violet sur la carte. L'idée aussi, c'est de ne pas cacher les balises. Une fois qu'on est au centre du cercle, l'orienteur doit voir la balise. Elle n'est pas cachée sous un rocher ou perchée à 3 mètres dans un arbre. Ensuite, essayez d'anticiper les effets de groupe. Alors ça va être en anticipant notamment l'échelonnage des départs par exemple, mais évitez de favoriser les moments de recherche collective ou le fait que les postes soient donnés par les autres coureurs. Bien entendu, ce sont des choses et des événements qui arrivent en course, qui sont des faits de course ou en cours ou en entraînement. Mais voilà, plus vous allez essayer de minimiser ça, mieux ce sera, sauf si bien sûr vous souhaitez que cela arrive, ce qui peut être le cas parfois. La carte, alors dans sa construction, mais aussi dans le choix de celle-ci, va effectivement influencer aussi cet équilibre course-orientation. Concrètement, plus il y aura de chemin et moins de détails, plus il y aura une dominante course, plus ce sera une carte sans chemin et avec beaucoup de détails, plus on sera sur une dominante orientation. Alors là, un exemple plutôt moyen, même si on va être plutôt sur une dominante course, puisque la carte présente relativement peu de détails, il y en a un petit peu tout de même, présente quand même un certain nombre de chemins, alors tout va dépendre du tracé, là aussi bien sûr, et à l'inverse, là on a une carte sans chemin, je ne les ai pas enlevés, c'est comme ça, c'est vraiment sans chemin, et beaucoup d'éléments donc qui, pour un même niveau d'orientation, pour un niveau donné d'orientation, sur la carte de gauche, on sera plus sur une dominante course, et sur la carte de droite, plutôt sur une dominante orientation, à droite, quel que soit l'endroit où vous mettez vos postes, je vous rassure. Alors ensuite, la question c'est de dire, mais à quel moment on sait qu'un élève ou qu'un coureur est plutôt sur une dominante course ou plutôt sur une dominante orientation? On va utiliser ce qu'on appelle la réduction kilométrique. La réduction kilométrique, c'est un calcul relativement simple à réaliser. Vous allez prendre le temps mis par l'orienteur pour réaliser son parcours, que vous allez diviser par la distance du circuit à vol d'oiseau. Distance prévue sur le papier avant son départ. C'est-à-dire qu'un parcours qui fait 1 km, vous savez aussi bien que moi que vous allez peut-être mettre 2 km sur le terrain. On s'appuie bien sur ce qui est prévu, donc le kilomètre. D'accord? Et pour continuer dans cet exemple, bah, simplement, s'il a mis 10 minutes pour réaliser son parcours qui faisait 1 km, ça fait 10 minutes au kilo. Même si lui, dans ses jambes, il a fait 2 km en vrai. D'accord? Alors c'est une notion qui est relativement relative, justement, parce qu'elle dépend de pas mal de facteurs. Tout d'abord l'âge, bien sûr, du pratiquant, son niveau physique. Du point de vue du terrain, bah, c'est le dénivelé qui va aussi influencer. D'ailleurs, dénivelé qu'on peut intégrer en ajoutant 1 km pour 100 mètres de dénivelé. On l'ajoute dans la distance du circuit, donc comme ça on impacte un petit peu l'importance du relief dans ce calcul de RK. Le type de terrain va énormément jouer, hein, la courabilité entre un terrain urbain, des parcs qui vont vite, ou des forêts, et où, par exemple, comme tout à l'heure, vous avez vu dans l'autre vidéo des exemples de l'APIA, bien entendu, la vitesse de course n'est pas la même, la durée de l'épreuve va également jouer. Alors quelques repères quand même sur cet RK, je ne vais pas tout lire, mais les deux extrêmes, si vous avez quelqu'un qui court en moins de 7 minutes, peu importe d'ailleurs sur quel type de terrain, c'est soit bien sûr qu'il est en grande réussite, soit qu'on est sur un tracé, une carte qui est trop sur une dominante course.
attention, à haut niveau, ils sont sur un équilibre course orientation, ils ont tous une RK inférieure à 7. Mais on va dire en milieu plutôt scolaire et sur voilà, sur même un niveau en club moyen, inférieur à 7, c'est plutôt très très bien, plutôt sur une dominante course. Et à l'inverse, supérieur à 20, c'est vraiment le grand extrême, même plutôt supérieur à 15 en général, on est plutôt sur une dominante orientation, ou alors que l'élève est en échec, bien entendu. Donc ça vous donne un repère en tout cas. Et cette RK, gardez bien la formule parce qu'elle sert aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque je vais vous demander de tracer un parcours pour une durée donnée, pour un élève qui vaut à peu près 12 minutes au kilomètre, bon bah forcément ça va vous permettre d'estimer quelle distance vous devez tracer. Alors le principe suivant, c'est qu'il faut, en tant que traceur, penser itinéraire et non poste. En fait, il faut bien comprendre que le but pour l'élève et le but pour l'orienteur, c'est normal, c'est de chercher les balises, de trouver les balises. Par contre, vous, ce qui va vous intéresser, surtout quand vous allez penser apprentissage, c'est-à-dire vous allez cibler ce que l'élève doit apprendre, ce qui va vous intéresser, c'est pas la balise, mais c'est bien ce qu'il y a entre les deux, ce qui relie les postes, c'est ça qui est important. Alors, petite conséquence par rapport à cette phrase-là, c'est que d'abord, il faut penser itinéraire. Donc, je ne vous conseille pas d'ouvrir, on verra plus tard quand on parlera du tracé, mais il ne faut pas placer toutes vos balises, puis après se dire, tiens, je vais relier celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais penser directement parcours, c'est parfois plus intéressant par rapport à ça. Alors ensuite, cela induit deux choses, c'est que les postes, lorsqu'ils sont espacés, comme par exemple 1-2 sur cet extrait de carte, c'est plutôt un choix d'itinéraire qui va être posé. Alors pas systématiquement, il faut que l'interposte soit intéressant par rapport à ça. Là, c'est pas exceptionnel, on va dire, c'est moyen. Donc il y a deux options, soit aller rejoindre le chemin à l'est ici, soit rejoindre le fossé à l'ouest, puis le sentier qui monte pour faire 1-2. Donc il y a deux options, voire même aller au plus près du trait violet au milieu, ce qui sera certainement assez peu choisi. Mais il y a deux options possibles, et donc là on est vraiment sur une dominante de choix. À l'inverse, si l'interposte est petit, on va être plutôt sur une dominante réalisation ou conduite de l'itinéraire, hein, c'est synonyme. Par exemple, le départ 1, bon, bah, l'orienteur a assez peu de choix finalement. Au départ 1, là, le meilleur choix, c'est de rester au plus près du trait violet. Et ça demande donc d'utiliser sa boussole et surtout de comprendre le relief, ces deux grosses dépressions qui se suivent. Essayez de bien les comprendre. Et donc, c'est ce qu'aurait voulu l'enseignant, apprendre à lire le relief en posant ces interpostes-là, par exemple. Donc c'est quelque chose à vraiment garder. Juste quand même pour compléter, l'interposte long départ, enfin pardon, 1-2, demande quand même des problèmes de conduite d'itinéraire, de réalisation. Mais on a moins la main mise dessus. C'est ça qu'il faut retenir. Un petit peu en lien également, la difficulté d'un poste dépend de la manière d'arriver sur celui-ci. Et forcément, un circuit réalisé dans un sens et dans l'autre n'induit pas la même activité chez le coureur, puisque là, sur l'interposte long, c'est assez flagrant. 1-2, finalement, est plus facile dans un sens que 2-1. Bon, on verra ça plus tard éventuellement, mais dites-vous bien que c'est pas équivalent, c'est pas comparable. Voilà. Même si sur certaines situations, de temps en temps, on peut faire des duels en ordre inverse parce que ça présente d'autres intérêts, bien entendu. Mais en tout cas, sur une évaluation ou sur une compétition, ce serait impensable de faire des parcours en sens inverse avec derrière le même barème. Le dernier principe, c'est de se centrer sur la relation paysage imaginé, paysage rencontré. Alors ça renvoie à ma petite explication que j'avais effectuée sur le lien circulaire carte-terrain. En tout cas, il faut essayer d'avoir toujours ça en tête, puisque c'est ce qui fonctionne, c'est ce que l'élève va mettre en œuvre quand il va se déplacer en CO. Donc essayez de laisser le temps aux élèves de mettre en mots ce qu'ils ont vu, imaginé, prendre le temps d'analyser à la fin de son parcours, prendre le temps d'expliquer avec un certain nombre de situations, euh, prendre le temps de dissocier ces deux temps, de s'en rendre compte de ce phénomène de lien circulaire carte-terrain, permettre aux élèves de prendre conscience de cette dynamique, et par exemple en limitant l'accès, donc en faisant des exercices de mémo, de relais dictés, où là on va être obligé de verbaliser ce qu'on va rencontrer sur le terrain. Donc voilà, j'ai remis le petit schéma pour en souvenir, mais je pense que vous en souveniez tous. Voilà, bah écoutez, ce troisième principe mérite un peu moins d'explications puisqu'on l'a déjà plus ou moins vu. Je vous remercie de votre attention et puis je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo.